Le silence du couloir semblait peser plus lourd que jamais lorsque Jérémy Loubet avançait, menotté, entre deux agents, sous le regard figé de ceux qui croisaient sa trajectoire sans oser intervenir, comme si la simple proximité avec lui suffisait à les entraîner dans une spirale dont personne ne pouvait sortir indemne. Chaque pas résonnait comme une condamnation anticipée, un écho sourd qui lui rappelait que, malgré tout ce qu'il pouvait dire, malgré toute l'énergie qu'il mettait à nier, la machine judiciaire s'était déjà enclenchée, implacable, insensible à ses protestations. À cet instant précis, ce n'était pas seulement la peur qui dominait en lui, mais une forme d'incompréhension presque irréelle, comme si le monde autour de lui avait basculé dans une logique étrangère, où les faits ne comptaient plus autant que les apparences, où la conviction d'un témoin pouvait peser davantage qu'une absence d'image, où son propre passé semblait soudain se retourner contre lui avec une violence qu'il n'avait jamais anticipée. Lorsqu'il croisa le regard de Clément Baker, son oncle, une seule phrase franchit ses lèvres, presque instinctivement, comme un dernier ancrage dans une réalité qu'il sentait lui échapper. Il n'avait rien fait, et pourtant tout semblait déjà écrit. Dans une autre pièce, plus froide encore, où les murs semblaient absorber chaque parole pour mieux en déformer le sens, l'interrogatoire reprenait, méthodique, précis, presque clinique, mené par Aude qui, malgré son apparente neutralité, laissait transparaître une tension discrète dans sa manière de poser les questions. Le fameux témoin était là, installé face à elle, répétant encore une fois sa version des faits avec une constance qui, loin de rassurer, éveillait une forme de malaise difficile à définir, comme si quelque chose, dans la rigidité de son récit, trahissait une vérité fabriquée plutôt qu'un souvenir vécu. Il affirmait avoir vu Jérémy monter dans la voiture d'Isor, il insistait sur ce détail avec une précision presque excessive, mais lorsqu'il s'agissait de décrire la scène dans son ensemble, tout devenait flou, imprécis, balayé par le vent qu'il évoquait comme une excuse pour justifier les trous dans sa mémoire. Il disait qu'il péchait, qu'il n'avait pas entendu la dispute, seulement aperçu des silhouettes, et pourtant, au moment crucial, son assurance revenait, intacte, comme si quelqu'un lui avait appris exactement ce qu'il devait dire et ce qu'il devait taire. Pendant ce temps, Manu Léoni rejoignait Baker avec une gravité inhabituelle, laissant entendre que les nouveaux éléments n'étaient pas simplement troublants, mais suffisamment lourds pour faire basculer l'affaire dans une direction dont il ne maîtrisait plus totalement les conséquences. Il n'était plus question d'un simple doute ou d'une piste parmi d'autres, mais d'un enchaînement qui, mis bout à bout, risquait de convaincre la juge que Jérémy représentait un danger réel, au point de justifier une détention immédiate. Et pourtant, au cœur de cette mécanique, un détail résistait, tenace, presque dérangeant. Cette vidéosurveillance qui montrait la voiture d'Isor sans passager visible, une image brute, objective, qui semblait contredire frontalement le témoignage. Baker ne pouvait pas l'ignorer, pas plus qu'il ne pouvait ignorer l'intuition qui s'imposait à lui avec de plus en plus d'insistance, une intuition qui portait un nom, celui de Raphaël Atlan, dont l'ombre semblait planer sur toute l'affaire avec une discrétion inquiétante. Lorsque Jérémy fut de nouveau confronté aux éléments du dossier, la tension atteignit un point de rupture presque palpable, comme si chaque mot prononcé pouvait déclencher une réaction en chaîne impossible à contenir. Il répétait qu'il n'était pas reparti avec Isor, qu'il n'était pas un homme violent, que tout cela n'avait aucun sens, mais ses paroles se heurtaient à une réalité qui, peu à peu, se refermait sur lui comme un piège invisible, alimenté par des preuves indirectes, des témoignages incertains, et surtout, par une volonté de croire en sa culpabilité. C'est alors que survint un nouvel élément, apporté par Aude, une pièce supplémentaire qui aurait dû, en théorie, jouer en sa faveur, mais qui, dans le contexte déjà chargé de l'enquête, ne fit qu'accentuer le trouble. La vidéo montrait clairement la voiture, elle confirmait l'absence de passagers visibles, et pourtant, loin de disculper Jérémy immédiatement, elle ouvrait la porte à une interprétation plus complexe, plus insidieuse, où l'on pouvait imaginer qu'il avait quitté le véhicule avant ou après l'enregistrement, laissant intacte la possibilité de sa présence au moment crucial. Dans ce climat d'incertitude, Claudine s'imposait comme le dernier rempart, la seule capable de transformer ses contradictions en arguments solides, de rappeler que l'absence de preuves directes ne pouvait être ignorée, que le témoignage, dans de telles conditions, ne pouvait suffire à justifier une accusation aussi grave. Elle croyait en l'innocence de Jérémy, non pas par simple attachement, mais parce qu'elle percevait, au-delà des faits, une incohérence fondamentale qui ne pouvait être le fruit du hasard. Lorsqu'elle croisa Baker, leur échange fut bref mais chargé d'une intensité particulière, comme si chacun savait que ce moment marquait un tournant décisif. Baker évoqua ses doutes, de plus en plus précis, de plus en plus orientés vers Atlan, et dans le regard de Claudine, il eut immédiatement une forme de confirmation silencieuse, comme si elle avait déjà anticipé cette possibilité, comme si elle savait, au fond d'elle, que cette affaire dépassait largement le cadre d'une simple enquête criminelle. Elle ne dit pas tout,
pas encore, mais une phrase suffit à traduire sa détermination. Elle savait ce qu'elle devait faire et cette certitude, loin d'être rassurante, portait en elle la promesse d'un affrontement inévitable, dont les conséquences pourraient dépasser tout ce qu'ils imaginaient. Pendant ce temps, loin de cette tension judiciaire, une autre histoire se jouait, plus intime, mais tout aussi fragile, au cœur du groupe formé par Pablo, Salomé, Noura et Alexis. Dans une salle de jeu où l'atmosphère semblait légère en apparence, Pablo peinait à dissimuler le tumulte intérieur qui l'habitait, incapable de se concentrer, son regard attiré malgré lui vers Salomé, comme si la nuit qu'ils avaient partagée continuait de se rejouer en boucle dans son esprit. Ce qu'il ressentait n'était pas simplement du désir ou de la curiosité, mais une confusion profonde, un mélange de culpabilité et d'attirance qui le poussait à se replier sur lui-même, à éviter le regard de Noura, à craindre le moment où la vérité finirait par éclater. Il savait que ce qu'il avait fait pouvait tout détruire, et pourtant, une part de lui refusait encore d'en mesurer pleinement les conséquences. Lorsqu'Alexis se retrouva seul avec lui, dans le tram, le silence qui s'installa entre eux ne dura pas longtemps, comme si la tension accumulée cherchait une issue, un point de rupture qui permettrait enfin de relâcher la pression. Alexis avait compris, il n'avait pas besoin de détails pour saisir l'essentiel, et lorsque Pablo finit par avouer, les mots sortirent avec une brutalité inattendue, comme s'il se libérait d'un poids trop lourd à porter seul. Il avait couché avec Salomé, pendant le bivouac, et cette confession, une fois prononcée, sembla suspendre le temps pendant quelques secondes, laissant place à une réalité qu'il ne pouvait plus nier. Alexis promit de garder le secret, mais cette promesse, aussi sincère soit-elle, ne pouvait effacer le risque qui planait désormais sur la relation de Pablo avec Noura, ni la fracture invisible qui venait de se créer au sein du groupe. Dans l'ombre de ces trajectoires croisées, une autre scène se préparait, loin des regards, loin des institutions, là où les décisions les plus lourdes se prenaient sans témoin, sans traces officielles. Raphaël Atlan retrouvait celui qui, officiellement, n'était qu'un simple témoin, mais qui, en réalité, détenait une part essentielle du destin de Jérémie entre ses mains. Le geste fut discret, presque banal en apparence, une enveloppe glissée avec une précision calculée, comme si ce moment avait été répété à l'avance, anticipé dans ses moindres détails. À l'intérieur, des billets, une première partie d'un paiement dont la suite dépendrait du résultat final, une transaction silencieuse qui transformait un témoignage en outil, une vérité en marchandise. Le témoin accepta, sans hésitation visible, comme si la décision avait déjà été prise bien avant cette rencontre, et ses paroles, lorsqu'il assura qu'il ferait en sorte que Jérémie ne sorte pas de prison, résonnèrent avec une froideur presque mécanique, dénuée de toute émotion, comme si l'enjeu humain de l'affaire n'existait pas pour lui. À cet instant précis, tout semblait s'aligner dans une direction unique, implacable, où les pièces du puzzle, même contradictoires, étaient utilisées pour construire une version cohérente de la réalité, une version où Jérémie devenait coupable, non pas parce que les preuves l'imposaient clairement, mais parce que quelqu'un, dans l'ombre, avait décidé qu'il devait l'être. Et tandis que la nuit tombait sur Montpellier, enveloppant la ville d'un calme trompeur, une certitude s'imposait, silencieuse mais inexorable, la bataille ne faisait que commencer, et ceux qui pensaient encore pouvoir contrôler le cours des événements allaient bientôt découvrir que certaines forces, une fois libérées, ne se laissent plus contenir. La décision tomba avec une brutalité froide, presque administrative, comme si elle n'était qu'une étape logique dans un processus déjà enclenché depuis longtemps, et pourtant, pour Jérémie Loubet, elle résonna comme un point de non-retour, un basculement irréversible qui transformait ses craintes en réalité tangible. Lorsque Cécile Alphand annonça qu'il était mis en examen pour homicide volontaire et qu'elle demandait son placement en détention provisoire, le silence qui suivit ne fut pas simplement celui d'une salle d'audience, mais celui d'un monde qui se refermait sur lui. À cet instant précis, Jérémie tenta encore de s'accrocher à ce qui lui restait de certitude, répétant qu'il n'était pas coupable, que rien ne prouvait sa responsabilité, que toute cette construction reposait sur des éléments fragiles, contradictoires, mais ces mots semblaient se dissoudre dans l'air, incapables d'atteindre une juge dont le regard restait fixé sur le dossier, comme si la décision était déjà prise bien avant qu'il ne parle. Il n'était plus seulement un suspect, il devenait officiellement un accusé, enfermé dans une logique judiciaire dont il ne maîtrisait plus aucun paramètre. Face à cette situation, Claudine refusa de céder à la fatalité, même si, au fond d'elle, elle mesurait déjà l'ampleur de l'obstacle qui se dressait devant elle. Elle rappela avec force que la juge ne disposait d'aucune preuve directe, que le dossier reposait sur un témoignage contestable et sur des interprétations hasardeuses, mais Cécile Alphand resta inflexible, s'appuyant précisément sur ce témoin pour justifier sa décision, comme si cette voix isolée suffisait à faire pencher la balance. Dans cet échange tendu, chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent,
comme si l'équilibre fragile entre doute et certitude pouvait se rompre à tout moment. Claudine demanda une confrontation entre Jérémie et le témoin, une tentative de mettre à l'épreuve la cohérence du récit, mais la juge refusa de suspendre la procédure, préférant maintenir sa décision, convaincue que le maintien en liberté de Jérémie représentait un risque trop important. Ce refus marqua un tournant, non seulement dans l'affaire, mais aussi dans la posture de Claudine, qui comprit à cet instant que le combat qu'elle allait devoir mener dépasserait le cadre habituel d'une défense juridique. Il ne s'agissait plus simplement de démontrer l'innocence de son client, mais de déconstruire un mécanisme déjà en marche, alimenté par des forces invisibles qui semblaient orienter chaque décision dans une direction bien précise. Dans les couloirs, après l'annonce, Clément Baker observait la scène avec une inquiétude grandissante, incapable de se débarrasser de l'intuition qui le poursuivait depuis le début de l'enquête. Pour lui, quelque chose ne collait pas, quelque chose dépassait les simples erreurs d'interprétation ou les imprécisions d'un témoin. Il sentait qu'une manipulation était en cours, une manipulation suffisamment subtile pour passer inaperçue, mais suffisamment puissante pour orienter toute une procédure. Lorsqu'il rejoignit Claudine, leur échange prit une dimension plus personnelle, plus urgente, comme si le temps leur était désormais compté. Baker évoqua directement la possibilité que Raphaël Atlan ait payé le témoin, une hypothèse qui, autrefois, aurait pu sembler extrême, mais qui, à présent, s'imposait presque comme une évidence. Il ne s'agissait plus d'un simple soupçon, mais d'une piste qu'il ne pouvait plus ignorer. Claudine, en entendant ces mots, ne manifesta ni surprise ni hésitation, ce qui, en soi, constituait déjà une réponse. Elle savait, peut-être pas dans tous les détails, mais suffisamment pour comprendre que Baker venait de mettre des mots sur une réalité qu'elle avait déjà pressentie. Lorsqu'elle lui répondit qu'elle savait ce qu'elle devait faire, ce n'était pas une formule vague, mais une déclaration d'intention, le signe qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne, à entrer dans une zone où le droit seul ne suffirait plus. Pendant ce temps, la vie continuait en apparence, comme si les drames individuels pouvaient être contenus dans des espaces isolés, sans contaminer le reste du monde. Dans une salle de jeu, Noura tentait de recréer une forme de normalité, proposant un week-end à l'escalade, cherchant à maintenir un lien, une dynamique, sans percevoir pleinement la fracture qui s'installait autour d'elle. Pablo, de son côté, oscillait entre le besoin de se rapprocher de Salomé et la peur de perdre Noura, incapable de trouver un équilibre entre ces deux réalités incompatibles. Son regard trahissait une agitation constante, une incapacité à se fixer, comme si chaque instant passé en présence des autres était une épreuve, un rappel silencieux de ce qu'il avait fait et de ce qu'il risquait de perdre. L'absence de Salomé à ce moment précis ne fit qu'accentuer ce malaise, créant un vide qui, paradoxalement, rendait sa présence encore plus palpable. Elle avait choisi de ne pas venir, invoquant des obligations familiales, mais ce choix, loin d'apaiser la situation, renforçait l'impression que quelque chose avait changé, que l'équilibre fragile du groupe avait été rompu. Dans ce contexte, l'appel de Clara à Salomé, proposant une nouvelle sortie, une nouvelle activité, introduisait une autre dimension, comme une tentative de détourner l'attention, de déplacer les enjeux vers quelque chose de plus léger, de plus simple. Mais cette légèreté apparente ne pouvait masquer la complexité des liens qui se tissaient et se déchiraient en parallèle, créant une tension diffuse qui ne demandait qu'à éclater. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, une conversation téléphonique venait sceller une étape cruciale dans l'affaire. Margot annonça à Raphaël Atlan la mise en examen de Jérémie, une nouvelle qui, pour beaucoup, aurait pu susciter de la surprise ou de la prudence, mais qui, chez lui, provoqua une réaction bien différente. Son soulagement fut immédiat, presque instinctif, comme si cette décision confirmait un scénario qu'il avait lui-même contribué à écrire. Il ne posa pas de questions, ne chercha pas à comprendre les détails, se contentant d'accueillir cette information comme la validation d'un plan en cours d'exécution. Cette réaction, en elle-même, révélait plus que n'importe quelle preuve directe, car elle traduisait une forme de contrôle, une certitude que les événements se déroulaient comme prévu. Quelques instants plus tard, loin des regards, la rencontre avec le témoin prit une dimension encore plus explicite. Raphaël Atlan ne se contenta pas de suggérer ou d'influencer, il agit concrètement, remettant une enveloppe d'argent, une première tranche, comme une garantie, un engagement mutuel basé sur un échange simple mais lourd de conséquences. Le témoin, en acceptant cet argent, franchissait une ligne irréversible, transformant son rôle de simple observateur en acteur direct de la manipulation. Lorsqu'il affirma que Jérémie ne sortirait pas de prison, ces mots prirent une dimension presque prophétique, non pas parce qu'ils reposaient sur une certitude objective, mais parce qu'ils s'inscrivaient dans un système où la vérité pouvait être fabriquée, ajustée, orientée selon les besoins. À cet instant précis,
toutes les pièces semblaient s'assembler avec une précision inquiétante, créant une réalité parallèle où chaque élément, même contradictoire, contribuait à renforcer une conclusion unique. La vidéo, le témoignage, la décision de la juge, tout pouvait être interprété, manipulé, intégré dans une narration cohérente, une narration où Jérémie devenait coupable, non pas parce que les faits l'imposaient clairement, mais parce que quelqu'un, dans l'ombre, avait décidé qu'il devait l'être. Et tandis que la nuit avançait, que les lumières de Montpellier se reflétaient sur des visages qui ignoraient encore l'ampleur de ce qui se jouait, une tension silencieuse continuait de croître, prête à éclater à tout moment, emportant avec elle ceux qui, jusqu'ici, pensaient encore pouvoir garder le contrôle. La nuit avait laissé place à une lumière plus dure, presque crue, comme si le jour lui-même refusait désormais toute illusion, et dans cet environnement où chaque détail semblait exposé sans filtre, la situation de Jérémie Loubet prenait une dimension encore plus oppressante, comme si l'absence d'obscurité ne faisait que renforcer l'impression d'être piégé, observé, jugé à chaque instant. Dans la cellule où il venait d'être placé, le temps semblait s'étirer de manière anormale, chaque minute se diluant dans une attente insupportable, une attente sans horizon, sans repère, où la seule certitude était l'incertitude elle-même. Il repensait à chaque instant de la soirée avec Isor, cherchant désespérément un détail qui aurait pu être mal interprété, une action qui aurait pu être utilisée contre lui, mais plus il creusait, plus une évidence s'imposait. Rien, dans ses souvenirs, ne correspondait à ce dont on l'accusait. Et pourtant, cette conviction intime ne suffisait pas à le protéger, car face à lui se dressait une réalité construite sur des éléments extérieurs, des regards, des paroles, des décisions qui ne lui appartenaient plus. Lorsqu'il avait affirmé ne pas être reparti avec Isor, lorsqu'il avait insisté sur le fait qu'il n'était pas un homme violent, il avait parlé avec sincérité, avec une forme de désespoir brut, mais ces mots, une fois sortis, semblaient perdre toute force face à une mécanique judiciaire déjà engagée. Pendant ce temps, dans les bureaux de la police, Clément Baker ne parvenait pas à se détacher de l'impression que quelque chose lui échappait, quelque chose d'essentiel, qui rendait l'ensemble du dossier incohérent. Il reprenait les éléments un à un, le témoignage, la vidéo, les déclarations de Jérémie, et plus il avançait dans son analyse, plus le doute s'installait, non pas sur la culpabilité ou l'innocence de son neveu, mais sur la manière dont les faits étaient interprétés. Ce doute, il ne pouvait plus le garder pour lui, et lorsqu'il en parla à Manu Léoni, il sentit immédiatement que ce dernier partageait, au moins en partie, cette inquiétude. Manu avait lui-même reconnu que les nouveaux éléments étaient du lourd, mais cette lourdeur, loin de clarifier la situation, semblait au contraire l'alourdir d'une complexité supplémentaire, comme si chaque nouvelle pièce ajoutée au dossier créait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Dans cet échange, les deux hommes ne pouvaient ignorer le nom qui revenait sans cesse, celui de Raphaël Atlan, dont l'influence, bien que difficile à prouver, semblait se dessiner en filigrane derrière chaque évolution de l'enquête. Baker n'avait pas de preuves directes, mais son intuition, nourrie par son expérience, lui dictait qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, que la cohérence apparente du dossier pouvait être le résultat d'une manipulation soigneusement orchestrée. Pendant ce temps, Claudine se préparait à affronter une bataille qui dépassait largement le cadre habituel de son métier. Elle savait que la décision de la juge n'était qu'une première étape, qu'il lui faudrait désormais construire une stratégie capable de remettre en question non seulement les éléments du dossier, mais aussi la crédibilité de ceux qui les avaient produits. Dans son esprit, les choses s'organisaient déjà avec une précision presque froide, comme si elle découpait mentalement chaque point faible, chaque contradiction, chaque zone d'ombre. Le témoignage, en particulier, constituait une cible évidente, non seulement parce qu'il était central dans la décision de la juge, mais aussi parce qu'il reposait sur des conditions qui le rendaient intrinsèquement fragile. La nuit, le vent, l'absence de perception auditive, autant d'éléments qui pouvaient être utilisés pour en démontrer les limites. Mais au-delà de cette approche technique, une autre dimension s'imposait à elle, plus dangereuse, plus incertaine, celle de l'influence d'Atlan. Elle savait que si Baker avait raison, si le témoin avait été payé, alors elle ne se battait plus seulement contre un dossier imparfait, mais contre une construction volontairement biaisée, un piège dans lequel Jérémie avait été placé avec une précision inquiétante. Dans un autre lieu, loin de ses réflexions stratégiques, la vie continuait de se déployer selon des logiques plus simples en apparence, mais tout aussi chargées d'émotions. Salomé, en recevant l'appel de Clara, tenta de se raccrocher à une forme de normalité, acceptant une proposition de sortie, comme si elle cherchait à se convaincre que rien n'avait vraiment changé, que la nuit passée avec Pablo n'était qu'un moment isolé, sans conséquence. Mais cette tentative de normalisation se heurtait à une réalité plus complexe, car dans son esprit, les souvenirs restaient présents, insistants, impossibles à ignorer. Elle savait que ce qui s'était passé ne pouvait pas être effacé d'un simple geste,
qu'il faudrait tôt ou tard en assumer les conséquences, même si elle ne savait pas encore comment. De son côté, Pablo se retrouvait prisonnier d'une tension constante, incapable de trouver un équilibre entre ce qu'il ressentait et ce qu'il devait faire. Son aveu à Alexis avait allégé une partie du poids qu'il portait, mais il avait aussi rendu la situation plus concrète, plus réelle, comme si le fait de mettre des mots sur son acte avait scellé son importance. Il craignait de perdre Noura, il en était parfaitement conscient, mais ce qui le troublait encore davantage, c'était l'incertitude de ses propres sentiments, cette incapacité à définir clairement ce qu'il voulait, ce qu'il ressentait pour Salomé, et ce qu'il était prêt à sacrifier pour préserver ce qu'il avait construit avec Noura. Pendant ce temps, Noura continuait d'avancer avec une forme de sincérité désarmante, ignorant encore l'ampleur de ce qui se jouait autour d'elle. Sa proposition de week-end à l'escalade n'était pas simplement une activité, mais une tentative de maintenir un lien, de renforcer une relation qu'elle percevait comme solide, sans imaginer que ce lien était déjà fragilisé par un secret qui ne demandait qu'à émerger. Dans cette coexistence de trajectoires, entre l'enquête judiciaire et les tensions personnelles, une même logique semblait se dessiner, une logique où les apparences prenaient le pas sur la réalité, où les vérités étaient dissimulées, transformées, manipulées selon les intérêts de chacun. Et dans l'ombre, Raphaël Atlan poursuivait son œuvre avec une maîtrise froide, presque méthodique, comme s'il observait les conséquences de ses actions avec la distance de celui qui sait déjà comment l'histoire va se terminer. Pour lui, chaque réaction, chaque décision, chaque émotion des autres n'était qu'un élément supplémentaire dans une construction plus large, une construction où Jérémie n'était qu'une pièce parmi d'autres. Dans ce contexte, la promesse faite aux témoins prenait une dimension particulière, non pas comme un simple échange d'argent, mais comme un engagement à maintenir une version des faits, à la défendre coûte que coûte, à en faire une vérité officielle, reconnue, validée par les institutions. Et tandis que chacun avançait, avec ses doutes, ses certitudes, ses secrets, une tension invisible continuait de se renforcer, reliant toutes ces histoires entre elles, comme si elles n'étaient que les différentes facettes d'un même mécanisme, prêt à se refermer au moment le plus inattendu. À ce moment-là, personne ne pouvait encore mesurer pleinement l'ampleur des conséquences à venir, mais une chose devenait de plus en plus claire. La vérité, dans cette affaire, n'était pas simplement cachée, elle était en train d'être activement redéfinie. Dans le silence pesant qui suivit les premières heures de détention, une forme de résignation commençait à s'installer autour de Jérémie Loubet, non pas parce qu'il acceptait son sort, mais parce que l'énergie nécessaire pour lutter contre l'incompréhensible semblait peu à peu se dissoudre dans une fatigue profonde, une fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'esprit, de cette lutte constante pour maintenir intacte une vérité que personne ne semblait vouloir entendre. À chaque fois qu'il fermait les yeux, les images revenaient, fragmentées, imprécises, comme si sa mémoire elle-même refusait de coopérer avec l'urgence de la situation, et cette incapacité à reconstruire parfaitement le fil des événements ne faisait qu'accentuer son sentiment d'impuissance. Il savait ce qu'il n'avait pas fait, mais il ne parvenait pas à prouver ce qu'il avait réellement fait, et dans cet écart, dans cette zone floue entre réalité vécue et réalité perçue, se construisait une accusation dont il ne maîtrisait aucun paramètre. Pendant ce temps, Claudine avançait avec une détermination froide, presque tranchante, comme si chaque seconde comptait désormais dans une course contre un mécanisme déjà lancé. Elle reprenait le dossier, encore et encore, isolant chaque incohérence, chaque contradiction, chaque élément qui pouvait être utilisé pour fissurer l'édifice construit contre Jérémie. La vidéo de surveillance, en particulier, occupait une place centrale dans sa réflexion, non seulement parce qu'elle contredisait le témoignage, mais parce qu'elle introduisait un doute objectif, un point d'ancrage tangible dans un dossier autrement dominé par des perceptions et des affirmations. Elle savait que cette vidéo, si elle était exploitée correctement, pouvait devenir une arme décisive, mais elle savait aussi que, dans l'état actuel des choses, elle était utilisée comme un élément ambigu, ouvert à interprétation. Ce qui la préoccupait davantage, cependant, c'était la cohérence globale du récit imposé par le témoin, cette manière presque mécanique de maintenir une version malgré les conditions défavorables dans lesquelles l'observation avait été faite. Plus elle y réfléchissait, plus une conviction s'imposait à elle. Ce témoignage n'était pas simplement erroné, il était orienté, construit, peut-être même acheté. Cette pensée la ramena inévitablement vers Raphaël Atlan, dont l'ombre semblait désormais s'étendre bien au-delà de ce que les apparences laissaient supposer. Elle connaissait cet homme, elle connaissait sa manière de fonctionner, sa capacité à manipuler les situations sans jamais laisser de traces directes, et cette connaissance, loin de la rassurer, renforçait son inquiétude. Dans un échange plus discret avec Clément Baker, elle confirma indirectement ce qu'il pressentait déjà, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour lui faire comprendre que ses doutes n'étaient pas isolés.
Baker, en entendant cela, sentit une forme de basculement intérieur, comme si l'enquête qu'il menait venait de changer de nature, passant d'une recherche de vérité à une lutte contre une manipulation. Ce changement de perspective ne pouvait rester sans conséquence, et Baker commença à envisager des pistes qu'il n'aurait pas explorées dans un cadre habituel, des pistes qui impliquaient de s'intéresser non seulement aux faits, mais aux motivations, aux intérêts, aux relations qui pouvaient expliquer pourquoi quelqu'un aurait intérêt à faire accuser Jérémy. Pendant ce temps, dans un autre registre, les tensions continuaient de s'accumuler au sein du groupe formé par Pablo, Salomé et Noura, créant une atmosphère de plus en plus instable, où chaque interaction semblait chargée d'un sous-texte invisible. Pablo, en particulier, se retrouvait dans une position intenable, tiraillé entre son attachement à Noura et l'attraction qu'il ressentait pour Salomé, incapable de trancher, incapable même de comprendre pleinement ce qu'il voulait. Son regard, ses silences, ses hésitations trahissaient un trouble profond, un conflit intérieur qui se manifestait dans les moindres détails de son comportement. Salomé, de son côté, tentait de garder une certaine distance, comme si elle cherchait à contenir une situation qui lui échappait déjà. L'appel de Clara, la perspective d'une nouvelle sortie, représentait pour elle une forme d'échappatoire, une manière de détourner son attention, de repousser le moment où il faudrait affronter les conséquences de ce qu'elle avait fait. Mais cette fuite ne pouvait être que temporaire, car la réalité, elle, continuait de se construire, de se rapprocher, prête à les rattraper au moment le plus inattendu. Noura, sans le savoir, se trouvait au cœur de cette tension, avançant avec une confiance qui, dans ce contexte, devenait presque fragile, exposée, vulnérable. Dans cette coexistence de drames, qu'ils soient judiciaires ou personnels, une même logique semblait se dessiner, une logique où les apparences, les non-dits, les manipulations jouaient un rôle central, créant une réalité multiple, fragmentée, où chacun évoluait avec une perception différente de ce qui se passait réellement. Et dans l'ombre de tout cela, Raphaël Atlan poursuivait son travail avec une précision méthodique, observant les effets de ses actions avec une distance presque clinique. La remise d'argent aux témoins n'était qu'une étape, un moyen parmi d'autres pour orienter le cours des événements, pour s'assurer que la version des faits qu'il arrangeait deviendrait la version officielle. Ce qui le rendait particulièrement dangereux, ce n'était pas seulement sa capacité à agir dans l'ombre, mais sa compréhension des mécanismes humains, sa manière d'anticiper les réactions, de manipuler les perceptions, de créer des situations où chacun, en agissant selon sa propre logique, contribuait malgré lui à renforcer le scénario qu'il avait mis en place. Dans ce contexte, la détention provisoire de Jérémy prenait une dimension stratégique, non seulement comme une mesure judiciaire, mais comme un levier, un moyen de le fragiliser, de l'isoler, de réduire sa capacité à se défendre efficacement. Plus le temps passait, plus il risquait de s'enfermer dans une position défensive, de perdre en crédibilité, de voir son image se dégrader aux yeux de ceux qui, jusque-là, pouvaient encore douter. Claudine en était parfaitement consciente, et cette conscience nourrissait une urgence qui se traduisait dans chacune de ses actions. Elle ne pouvait pas se contenter d'attendre, de suivre le rythme imposé par la procédure, elle devait agir, anticiper, prendre des initiatives, même si cela impliquait de s'exposer à des risques, de franchir des limites qu'elle aurait autrefois respectées. À ce moment-là, tout semblait converger vers un point de rupture, un moment où les tensions accumulées, qu'elles soient visibles ou non, finiraient par éclater, révélant ce qui, jusqu'ici, restait dissimulé sous la surface. Et tandis que la journée avançait, que chacun poursuivait son chemin sans savoir exactement ce qui l'attendait, une certitude s'imposait progressivement. Rien, dans cette affaire, n'était laissé au hasard, et ceux qui pensaient encore pouvoir s'en sortir indemnes allaient bientôt découvrir que certaines décisions, une fois prises, entraînent des conséquences impossibles à maîtriser. Dans l'ombre des décisions déjà prises, une tension plus sourde, plus insidieuse, continuait de se déployer, comme si chaque protagoniste avançait désormais sur un terrain miné sans en connaître précisément les contours, et au cœur de cette instabilité grandissante, la situation de Jérémy Loubet devenait peu à peu le point de convergence de toutes les inquiétudes, de toutes les stratégies, de toutes les manipulations. Dans sa cellule, l'OTAN avait cessé d'avoir une structure claire, se transformant en une succession indistincte d'heures vides, où les pensées revenaient en boucle, sans progression, sans résolution. Jérémy essayait de rester lucide, de ne pas céder à la panique, mais plus il tentait de rationaliser ce qui lui arrivait, plus il se heurtait à une évidence dérangeante. Ce qui le condamnait n'était pas seulement ce qu'il avait fait ou non, mais ce que les autres croyaient qu'il avait fait. Cette prise de conscience, lente mais inévitable, introduisait une forme de vertige, comme si la réalité elle-même lui échappait, comme si sa propre version des faits devenait secondaire face à une narration extérieure qui s'imposait avec une force croissante.
Il comprenait que, dans ce contexte, l'innocence ne suffisait pas, qu'il fallait la prouver, la démontrer, la reconstruire face à des éléments qui, même fragiles, étaient déjà intégrés dans une logique accusatoire. Pendant ce temps, Claudine poursuivait son travail avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute, comme si elle s'était engagée dans une lutte personnelle, au-delà même de son rôle d'avocate. Chaque information, chaque détail, chaque incohérence était analysée, décortiquée, replacée dans un ensemble plus large, dans une tentative de faire émerger une vérité qui ne se contenterait pas de répondre aux accusations, mais qui les renverserait complètement. Elle savait que le témoignage constituait le cœur du problème, non seulement parce qu'il avait convaincu la juge, mais parce qu'il donnait une forme de cohérence au récit accusatoire. Sans ce témoin, tout devenait incertain, fragile, discutable. Avec lui, en revanche, même les éléments contradictoires pouvaient être interprétés dans un sens défavorable à Jérémy. Cette centralité du témoignage renforçait sa conviction qu'il fallait s'attaquer directement à sa crédibilité, non pas en le contredisant frontalement, mais en révélant les conditions dans lesquelles il avait été produit, les influences qu'il avait pu subir, les motivations qui pouvaient expliquer sa constance apparente. Dans cette perspective, l'ombre de Raphaël Atlan devenait impossible à ignorer, non pas comme une hypothèse abstraite, mais comme une présence active, structurante, qui donnait du sens à l'ensemble des incohérences observées. Claudine ne disposait pas encore de preuves directes, mais son expérience lui dictait que ce type de manipulation ne laissait jamais complètement de traces, qu'il existait toujours des failles, des moments, des erreurs qui pouvaient être exploitées. Dans un échange avec Clément Baker, elle partagea une partie de cette analyse, sans tout révéler, mais suffisamment pour orienter ses recherches dans une direction plus précise. Baker, de son côté, sentait que l'enquête prenait une tournure qui dépassait le cadre habituel de son travail, une tournure où la vérité ne se trouvait pas seulement dans les faits, mais dans les relations, les influences, les jeux de pouvoir. Cette évolution l'obligeait à repenser sa position, à accepter l'idée que la procédure en cours pouvait être biaisée, non pas par erreur, mais volontairement. Une idée difficile à admettre, mais qui, une fois formulée, ne pouvait plus être ignorée. Pendant ce temps, dans une réalité parallèle, plus intime mais tout aussi fragile, Pablo continuait de naviguer dans un espace émotionnel instable, incapable de trouver un point d'ancrage solide. Son aveu à Alexis n'avait pas résolu le problème, il l'avait simplement déplacé, transformant un secret en une vérité partagée, mais toujours dissimulée aux principaux intéressés. Il pensait à Noura, à ce qu'elle représentait pour lui, à la stabilité qu'elle lui offrait, et en même temps, il ne pouvait s'empêcher de penser à Salomé, à ce moment qu'ils avaient partagé, à cette proximité qui avait franchi une limite qu'il ne savait plus comment redéfinir. Ce tiraillement, constant, silencieux, se traduisait dans ses gestes, dans ses regards, dans son incapacité à être pleinement présent, comme si une partie de lui était toujours ailleurs, coincée dans un instant qu'il ne pouvait ni revivre ni effacer. Salomé, de son côté, tentait de reprendre le contrôle, de réorganiser ses pensées, de donner un sens à ce qui s'était passé. L'appel de Clara, la perspective d'une sortie, représentait une tentative de réinscrire sa vie dans une normalité apparente, mais cette normalité restait fragile, menacée par la réalité de ses actes et par les conséquences qu'ils impliquaient. Dans cette dynamique, Noura restait, pour l'instant, à l'écart de la vérité, évoluant dans une confiance qui, bien qu'authentique, devenait de plus en plus vulnérable. Elle continuait de proposer, d'organiser, de maintenir un lien, sans percevoir que ce lien était déjà fragilisé, traversé par des tensions qu'elle ne pouvait pas encore identifier. Dans un autre registre, plus sombre, plus stratégique, Raphaël Atlan poursuivait son œuvre avec une régularité presque implacable, comme si chaque étape du processus avait été anticipée, planifiée, intégrée dans une logique globale qui dépassait largement le cadre de l'affaire en cours. Le paiement du témoin n'était pas un acte isolé, mais une pièce dans un dispositif plus large, un dispositif où chaque élément, chaque interaction, chaque décision contribuait à renforcer une version des faits qui, peu à peu, s'imposait comme la seule possible. Ce qui rendait cette situation particulièrement inquiétante, c'était la manière dont les institutions elles-mêmes semblaient intégrer cette version sans la remettre en question de manière approfondie, comme si la cohérence apparente suffisait à compenser les contradictions, comme si le besoin de conclure, de stabiliser, prenait le pas sur la recherche d'une vérité plus complexe. Dans ce contexte, la détention de Jérémy devenait un élément central, non seulement comme conséquence de l'enquête, mais comme outil, comme levier permettant de consolider le récit en cours. Plus il restait en détention, plus sa position se fragilisait, plus il devenait difficile pour lui de se défendre efficacement, plus l'idée de sa culpabilité s'installait dans les esprits. Claudine en avait parfaitement conscience,
et cette conscience nourrissait une urgence qui ne cessait de croître, la poussant à envisager des actions plus directes, plus risquées, mais potentiellement décisives. Elle savait qu'elle devait agir vite, qu'elle ne pouvait pas se contenter d'attendre que la procédure suive son cours, car ce cours, précisément, semblait orienté contre elle. À cet instant, tout semblait suspendu à une série de décisions à venir, de révélations potentielles, de confrontations inévitables, comme si l'ensemble des trajectoires en cours convergeait vers un point de rupture imminent. Et dans ce climat de tension croissante, une certitude s'imposait peu à peu. La vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait émerger qu'au prix d'un affrontement direct, d'une remise en question des apparences, d'une volonté de dépasser les évidences pour atteindre ce qui, jusqu'ici, restait dissimulé. À mesure que les heures s'écoulaient, une impression d'inéluctabilité s'installait, comme si chaque trajectoire, qu'elle soit judiciaire ou personnelle, avançait désormais vers un point de convergence dont personne ne pouvait réellement s'échapper, et dans ce mouvement presque imperceptible, la situation de Jérémy Loubet devenait le révélateur d'un déséquilibre bien plus profond, un déséquilibre entre ce qui était visible et ce qui était orchestré dans l'ombre. Dans sa cellule, la fatigue avait laissé place à une forme de lucidité douloureuse, une clarté brutale qui ne lui offrait aucun réconfort mais qui, paradoxalement, lui permettait de comprendre peu à peu les mécanismes qui l'avaient conduit là. Il n'était plus seulement un homme accusé, il était devenu un élément d'un système, une pièce dans une construction où sa vérité personnelle n'avait que peu de poids face à une version des faits déjà consolidée par des décisions institutionnelles. Ce basculement intérieur ne signifiait pas qu'il abandonnait, mais qu'il changeait de regard, qu'il cessait d'attendre que la vérité s'impose d'elle-même pour comprendre qu'elle devait être activement reconstruite, défendue, imposée face à une narration adverse. Cette prise de conscience, bien que tardive, constituait peut-être le premier pas vers une forme de résistance, même si les moyens dont il disposait restaient limités. Pendant ce temps, Claudine atteignait un point de tension où la réflexion ne suffisait plus, où la nécessité d'agir devenait urgente, presque vitale. Elle savait que chaque jour passé en détention affaiblissait Jérémy, non seulement sur le plan psychologique, mais aussi dans la perception qu'en avaient les autres, dans cette construction progressive d'une image de culpabilité qui, à force de répétition, risquait de s'imposer comme une évidence. Elle décida alors de concentrer ses efforts sur ce qui constituait le cœur du problème, le témoin. Non pas simplement en cherchant à démontrer qu'il pouvait se tromper, mais en explorant les raisons pour lesquelles il affirmait avec autant de certitude quelque chose qui, objectivement, ne pouvait être perçu avec précision dans les conditions décrites. Cette démarche l'amenait inévitablement à s'approcher d'une vérité plus dangereuse, une vérité qui impliquait des manipulations, des échanges, des influences. Dans ce processus, le rôle de Raphaël Atlan apparaissait de plus en plus central, non pas comme une simple hypothèse, mais comme une présence structurante, une force qui donnait une cohérence artificielle à l'ensemble des événements. Claudine ne pouvait pas encore prouver son implication, mais elle en percevait les effets, elle en voyait les traces dans chaque incohérence, dans chaque décision qui semblait aller dans le même sens. Du côté de Clément Baker, la situation prenait une dimension de plus en plus personnelle, car au-delà de son rôle de policier, il ne pouvait ignorer le lien qui l'unissait à Jérémy. Cette double position, à la fois professionnelle et familiale, le plaçait dans un équilibre fragile, où chaque décision, chaque doute, chaque intuition prenait une importance particulière. Il savait qu'il devait rester rigoureux, objectif, fidèle à la procédure, mais il savait aussi que l'objectivité elle-même pouvait être biaisée si les éléments sur lesquels elle reposait étaient manipulés. Cette réflexion le poussait à adopter une approche plus prudente, plus analytique, à ne pas se contenter des évidences, à chercher au-delà des apparences. Pendant ce temps, dans une autre sphère, les tensions émotionnelles continuaient de se développer, comme un écho plus intime des conflits plus larges qui se jouaient ailleurs. Pablo, Salomé et Noura se trouvaient désormais liés par un secret qui, bien qu'encore dissimulé, influençait déjà leur comportement, leurs interactions, leurs perceptions. Pablo, en particulier, atteignait un point de saturation émotionnelle, où le poids du secret devenait difficile à supporter. Il voulait préserver ce qu'il avait avec Noura, mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait pour Salomé, ni effacer ce qui s'était passé. Cette contradiction permanente créait une tension intérieure qui se manifestait de plus en plus clairement, menaçant l'équilibre qu'il tentait de maintenir. Salomé, de son côté, oscillait entre le désir de minimiser l'importance de cet événement et la conscience qu'il avait déjà des conséquences. Elle cherchait à avancer, à se projeter dans des activités, dans des projets, mais cette projection restait fragile, constamment ramenée à la réalité par des pensées, des souvenirs, des émotions qu'elle ne pouvait pas totalement contrôler. Quant à Noura, elle continuait d'avancer avec une sincérité qui, dans ce contexte, devenait presque tragique,
car elle reposait sur une vision incomplète de la situation. Sa confiance, son envie de partager, de construire, étaient réelles, mais elles étaient aussi exposées à une vérité qui, lorsqu'elle émergerait, risquerait de provoquer une rupture profonde. Dans cette superposition de réalité, entre manipulation judiciaire et fragilité émotionnelle, une même dynamique semblait se dessiner, une dynamique où les vérités cachées, qu'elles soient imposées ou subies, finiraient inévitablement par remonter à la surface, entraînant avec elles des conséquences que personne ne pouvait encore anticiper pleinement. Et au centre de cette dynamique, Raphaël Atlan continuait d'avancer avec une assurance silencieuse, comme si chaque élément du puzzle se mettait en place exactement comme prévu. Il n'avait pas besoin d'intervenir constamment, car les mécanismes qu'il avait enclenchés semblaient désormais fonctionner d'eux-mêmes, alimentés par les décisions des uns, les réactions des autres. Mais ce type de construction, aussi solide soit-elle en apparence, reposait toujours sur un équilibre fragile, sur une série d'éléments qui, s'ils venaient à être remis en question, pouvaient provoquer un effondrement rapide, brutal, incontrôlable. Claudine, Baker, et même Jérémy, chacun à leur manière, se rapprochaient de ce point de rupture, de ce moment où les apparences ne suffiraient plus, où il faudrait affronter la réalité dans toute sa complexité, dans toute sa violence. Et tandis que la ville poursuivait son rythme, que les vies continuaient de s'entrecroiser sans toujours se comprendre, une certitude s'imposait peu à peu. Ce qui se jouait ici ne se limiterait pas à une simple affaire judiciaire, mais révélerait des vérités plus profondes, plus dérangeantes, sur la manière dont les destins pouvaient être façonnés, détournés, manipulés. La détention de Jérémy n'était peut-être que le début, le premier acte d'une histoire dont les conséquences allaient bien au-delà de ce que chacun pouvait encore imaginer.